Alors, bonjour tout le monde, à ceux qui nous écoutent. On vous propose aujourd'hui une formule un peu innovante pour le journal de la coopérative d'habitation du Lac. Je me présente, je m'appelle Vincent Roy, j'ai l'immense privilège d'être le coordonnateur du comité information de la coopérative d'habitation du Lac. Je suis aujourd'hui en ligne avec Maître Raphaël Derry, qui est le directeur général de la FIAB. Maître Léry, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux un peu te présenter, Raphaël, présenter la FIAB, qu'est-ce que c'est sommairement? Et peut-être, tu sais, c'est quoi le lien entre la FIAB d'ailleurs et la coop du Lac? Ben oui, ben écoute, Vincent, la FIAB, c'est une fédération, donc c'est une association de 29 coops, une association libre et volontaire, donc chaque coop est libre de faire partie ou non de la fédération et on a quelques pouvoirs particuliers en vertu de la loi sur les coopératives. Donc, quand on voit qu'une situation se détériore dans une coopérative, on a des pouvoirs d'intervention, des pouvoirs d'inspection. Les exemples que je peux donner, c'est que nos coops, par exemple, à chaque année, doivent nous transmettre leurs états financiers, leurs rapports annuels, doivent nous convoquer à leur assemblée générale, extraordinaire ou annuelle. Donc, ça, c'est des obligations qu'on a comme coop envers notre fédération. Et la fédération a le droit de prendre la parole dans le cadre de nos assemblées générales aussi. Puis c'est ça, le pouvoir d'inspection, c'est l'idée qu'on puisse intervenir à l'intérieur de la coopérative, qu'on puisse demander l'ensemble de la tenue de livre, qu'on puisse faire des vérifications à l'interne, avec la collaboration, par exemple, d'un auditeur. Fait que la fédération, elle a ce rôle-là, mais moi, Vincent, on se connaît quand même beaucoup. Le rôle l'ADN première de la fédération, quand on l'a mis sur pied, c'était un rôle politique qu'on voulait avoir. Alors, c'est sûr qu'on est là pour offrir des services, mais ce qu'on voulait surtout, c'était donner une voix aux coopératives parce que, pour vrai, en Outaouais, là, les coopératives d'habitation n'existaient pas avant 2017-2016. Il y en avait, on était chacune isolée, chacune de notre côté, mais notre parole n'arrivait pas à sortir de notre immeuble, tu sais. Et puis, ça faisait qu'il y a beaucoup de coopérateurs qui ne savaient même pas trop ce que ça signifiait que vivre en coop. C'était quoi les valeurs et les principes derrière ça. Alors, c'est pour ça que nous, c'est important qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse se mobiliser, puis qu'on puisse prendre la parole auprès de nos partenaires, aux municipales. Puis... Alors, la fédération, c'est ça. Puis, personnellement, moi, je suis l'autre chapeau que j'ai, là, c'est que je suis président du conseil d'administration de la coop Le 400 Riel dans le Mont-Bleu. C'est une fierté, ça. C'est une grande fierté. C'est, pour vrai, là, c'est une des fonctions les plus prestigieuses que j'ai assumées dans ma vie. C'est une coop pour laquelle j'ai énormément d'affection. C'est une coop où j'ai grandi. Ça fait depuis que j'ai 5 ans que je demeure ici. Mes voisins, je les adore. Puis ce sont eux qui m'ont donné la fibre démocratique, politique et coopérative beaucoup. Alors, il y a une grande reconnaissance. Puis là, mes enfants grandissent ici aussi, alors j'ai une grande fierté. Puis la philosophie que j'ai développée en, en m'impliquant dans ma coopérative, c'était celle où j'espère qu'on puisse être une coop qui est un phare de l'économie sociale, mais dans le quartier. Une coop, c'est une association de résidents, là, une association de personnes. Bon, puis on est là, on fait de la gestion immobilière, mais on est là pour faire rayonner la mission coopérative, l'ADN coopérative. Alors, c'est pour ça que quand on a fondé la FIAB, il y avait aussi tout le parcours, mon parcours du 400 Riel qui arrivait, qui culminait à la FIAB pour qu'on puisse faire un peu ce même exemple-là dans chacune de nos coops, qu'on puisse ressortir de notre simple gestion immobilière qui est super importante et qu'on puisse ajouter à ça une représentation du mouvement coopératif. C'est intéressant. Puis, notamment, tu nous amènes sur la question de réfléchir à l'extérieur de nos blocs, à l'extérieur de nos logements, finalement. C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre mission? Parmi ces missions-là, il y a celles qui sont liées à l'abordabilité, il y a celles qui sont liées au milieu de vie dans lequel on est, qui sont liées finalement
je dirais, un aspect qui est plus communautaire. Ça nous amène comme coopérants devant des situations, puis tu sais, je suis certain que tu l'as vécu toi aussi avec des amis, des proches autour de toi, où on voit de plus en plus, à la fois dans les journaux, mais aussi même à travers des dizaines d'anecdotes autour de nous, de gens qui ont de la misère à se loger. De gens qui sont confrontés au fait que je vais soit avoir, puis ça, j'en ai plein là, des exemples de ça, là, je vais soit avoir un appartement qui est trop petit pour la quantité d'enfants que j'ai. Je vais avoir rien qu'une chambre, puis je suis rendu à 3 enfants. Ou à l'inverse, exactement le logement que j'aurais besoin, il vaut beaucoup trop cher en locatif. Là, on n'est même pas encore sur une autre chose, un autre enjeu qui est quand même qui était important pendant des années au Québec, qui est celui de l'accès à la propriété. Parce qu'être propriétaire, des fois, son chez-soi, ça a été pour des millions de Québécois une façon d'épargner pour sa retraite, pour ses vieux jours et tout, d'investir dans de l'immobilier pour sa propre maison. Et là, on se rend compte que même ce rêve-là d'avoir accès à de l'épargne forcée, en quelque sorte, à travers son logement, bien, ça s'effrite, ça devient comme inaccessible comme rêve. Est-ce que je me trompe? On est vraiment devant un phénomène là, qui est complexe, là, ou en tout cas, c'est quoi exactement ce problème-là auquel on est confronté en ce moment? Bien, en fait, il y a une situation qui est inusitée quand même. Il est rare qu'on voit des taux d'inoccupation aussi peu élevés. C'est quoi un taux d'inoccupation, Raphaël? Le taux d'inoccupation, en fait, c'est quand on regarde le nombre de logements qui existent. Mettons qu'il y a 100 logements qui existent. On va regarder, on va dénombrer le nombre de logements qui sont vacants. Alors, évidemment, plus le taux d'inoccupation est faible, bien, plus ça va créer une forte pression sur le marché locatif et plus ça va être compliqué de se trouver un logement qui va répondre à nos besoins. C'est un peu l'offre et la demande, finalement, qui crée ça. Exactement. Ouais. Alors, et quand on a, dans la littérature du logement, là, dans la littérature, donc dans la science, dans les données, là, quand on est en dessous du seuil du 2 on est dans une situation de crise du logement. Alors là, quand on est à 1,6, puis on l'a nommé en pré-entrevue tantôt, Vincent, mais ça a déjà été en dessous du 1 bien, ça, à Gatineau, là, c'est une situation excessivement compliquée pour des familles à faible revenu qui vont finir par se trouver de quoi pour se loger, mais où le revenu familial, le revenu du ménage, c'est à peu près là, 45, 50, 60 du revenu qui va passer en loyer. Alors là, on oublie le divertissement, on réduit également la facture du panier d'épicerie parce qu'on n'a pas le choix, là. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, c'est la classe moyenne, beaucoup qui écope d'une situation comme celle-là, et évidemment, les plus pauvres de notre société aussi. Et ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois, je lisais le journal Le Droit dans la fin de semaine, la coopérative du journal Le Droit, je dois dire. Oui, merci de le dire. J'avais beaucoup un des articles de Mathieu Bélanger qui commençait en parlant de la classe moyenne. Puis ça, j'avoue que ça m'a frappé parce que souvent, quand on parle de logement abordable, puis on comprend pourquoi, puis c'est important de s'en préoccuper, mais souvent, on avait l'impression qu'on s'adressait aux gens qui étaient dans des situations déjà de pauvreté ou déjà dans des situations défavorisées pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas excusables pour autant, mais on se disait, bon, ben, si moi je suis dans la classe moyenne, ça me concerne pas directement, ça peut me concerner comme société, oui. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, là, à ta minute, l'accès au logement, ça devient un problème à Gatineau en 2021, même pour la classe moyenne. Exactement. Puis évidemment, la classe moyenne, c'est pas du monde riche, là, on s'entend. La classe moyenne, c'est quoi, autour de 30 000, 40 000, 50 000 de revenus. Quand on a vécu des situations extrêmement difficiles dans la région de l'Outaouais, mais en particulier à Gatineau, la tornade de 2018, ça a été la tornade en milieu urbain, là, dans une zone densifiée, ça a été celle qui a coûté le plus cher en termes de dommages dans l'histoire du Canada. Parce que là, on était en plein quartier Daniel Johnson, dans le bas du Mont-Bleu.
Et c'est plus de 2000 ménages là, qui se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain, alors qu'on avait déjà une situation difficile en matière d'accessibilité au logement. Et là, tout le monde s'est retrouvé dans une zone de précarité à ce moment-là. Il y avait eu des inondations. Je pense que tu as suivi de près ce dossier-là aussi. En 2017, Pointe-Gatineau est particulièrement touché, Elmer, Masson-Angers. Et là, en 2019, on rajoute des inondations qui étaient pires encore que celles de 2017. Et là, bon, on l'a vu, hein, c'est des expropriations là, qui ont eu lieu, des familles qui avaient leur propre maison payée, là. Puis des fois, c'était même des héritages de plusieurs générations. Et là, tout ce monde-là perdait leur héritage immobilier. Euh, c'est dramatique parce qu'après ça, on remplace l'offre de logement qui était existante. On la remplace par quoi? Bien, par du neuf, puis par des propriétaires immobiliers qui ont leurs propres enjeux. Hein, ils doivent faire, ils veulent avoir une bonne marge bénéficiaire, c'est correct, on comprend ça, mais ça veut dire que le coût des loyers va devoir tenir compte également du coût de construction, qui sont de plus en plus élevés. Mais le coût des loyers, là, il est très élevé maintenant à Gatineau. Quand on pense qu'un 2 chambres peut aller chercher dans les 1 000 $, 1 200 $ par mois. On a vu des exemples concrets. Là, moi, je pense aux immeubles Osgood sur le boulevard Cité des Jeunes, juste en face de l'école secondaire Mont-Bleu. Les logements-là étaient beaucoup occupés par des étudiants du cégep de l'Outaouais. C'est proche, là, tu sais, là. Oui, c'est juste en face. C'est juste en face. Ça coûtait 500, 600 $ par mois pour une chambre, un 2 chambres. Et là, les gens ont été relogés temporairement. Comme les rénovations ont duré plus de 2 ans, bien, les gens se sont trouvés un autre bail. Alors, le bail qu'ils avaient du côté de Cité des Jeunes a été résilié de plein droit. Et à ce moment-là, bien, le propriétaire peut tout simplement modifier le coût du loyer. Il n'y a pas à proposer. Quand ça fait plus qu'1 an, votre logement là, a été vacant, bien, après ça, on peut placer le loyer au taux qu'on veut, là. Alors, le coût du loyer a plus que doublé dans ces cas-là. Wow. Et ça, c'est un exemple concret. On parle de 200 logements à cet endroit-là, tu sais. Ouais. Ça, c'est des exemples. Mais ça veut dire, Raphaël, tu sais, qu'on a des endroits, ça, c'est un premier élément. On a des endroits à Gatineau où il y avait du logement relativement abordable à des prix qui étaient corrects dans le marché. Tu sais, au Québec, on sait qu'on a des lois aussi qui servent à protéger les hausses de loyer, des choses comme ça, ce qui fait que tu ne peux pas augmenter n'importe comment ton loyer à chaque année comme propriétaire. Mais ces logements-là, qui étaient relativement abordables, ont été remplacés soit par, dans certains cas, des terrains vagues. Dans le cas des inondations, je pense surtout à Pointe-Gatineau, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, malheureusement, ou bien carrément par des loyers qui se sont reconstruits, mais en neuf, évidemment, mais en neuf, disons, plus une gamme un peu au-dessus, ce qui rend les logements accessibles beaucoup plus rares, finalement, pour les gens qui auraient besoin de s'acheter ça. Là. Puis là, à ça s'ajoute un autre phénomène, on dirait, qui est celui des prix qu'on entend parler. Tu sais, je connais des gens aussi qui habitent autour de Toronto. Mais tu sais, on entend parler que Toronto, c'est des prix qui explosent, que c'est même plus imaginable aujourd'hui pour des gens de la classe moyenne. Puis là, pas classe moyenne basse, là, mais tu sais, comme classe moyenne de gagner 60-70 000 par année, oubliez ça, habiter à Toronto. Fait que c'est des gens beaucoup qui peuvent se déplacer vers la région d'Ottawa. Et là, même là, on vit comme Gatineau, c'est aussi le phénomène où il y a une hausse des loyers et du coût du logement finalement très, très fort à Ottawa. Puis, est-ce que ce phénomène-là, en plus, il vient déborder chez nous? Est-ce que ça a ce genre d'impact-là au niveau de nos loyers? Tout à fait. Alors, tout à fait. C'est sûr que l'inabordabilité du côté d'Ottawa crée une pression du côté de Gatineau parce que on va retrouver évidemment une clientèle ontarienne qui va fuir, qui va vouloir s'exiler face à des prix qui sont beaucoup trop, excessifs du côté de la rive ontarienne. Alors, on va avoir une pression qui va se créer du côté de Gatineau. L'autre problème qui va se créer également, c'est l'exode rural. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont quitter Maniwaki, qui vont quitter Fort-Coulonge parce qu'il y a un problème d'abordabilité du logement aussi là-bas.
Ou encore, des fois, il y a simplement l'inaccessibilité par rapport à l'emploi, ou encore, une personne âgée ne pourra pas trouver, par exemple, de logement en résidence du côté de Maniwaki. Moi, ça, je l'ai Parce qu'elle beaucoup ne peut plus entendu. s'occuper de sa grande maison, elle est rendue peut-être trop âgée, plus assez en santé pour ça, puis donc elle a besoin d'aller vivre dans un appartement ou un endroit qui est moins compliqué à entretenir. On doit se rapprocher des services. Puis les services, ben, ils ne sont pas à Maniwaki, malheureusement, ils sont ici du côté de Gatineau. Alors, ça crée une pression supplémentaire du côté de Gatineau. Alors, il faut tenir compte de ça. Et à la base, tu sais, puis toi et moi, on connaît quand même pas pire l'histoire du mouvement coopératif. Puis dans l'histoire du mouvement coopératif, il y a un regard quand même critique sur les excès du capitalisme. Hein. Au début, au 19e siècle, veut pas, c'était les dérives antisyndicales. Là, on avait l'industrialisation massive, puis on voulait augmenter les marges bénéficiaires. Hein. Les propriétaires industriels voulaient augmenter leurs marges bénéficiaires au détriment de la qualité des conditions de travail des ouvriers. Puis on ne lésinait pas, là, c'était grossier. Là, il y a des films qui traduisent bien cette réalité-là à l'époque. Alors, il y a eu l'émergence des syndicats à ce moment-là. On a voulu avoir une attitude répressive à cette époque-là, mais après ça, on a autorisé les syndicats. Les coopératives ont commencé à exister aussi pour créer une alternative plus locale, plus respectueuse de la consommation puis des droits des travailleurs aussi. Alors, les coops ont ce regard critique-là et veut pas, dans la situation actuelle qu'on vit en immobilier, il y a beaucoup de ça. Il y a une recherche de bénéfices qui se fait par rapport à l'immobilier et qui fait, par exemple, qu'on va tolérer des situations, je pense au Airbnb, ça c'est un exemple là, qui a été un fléau à travers la plupart des grandes villes touristiques dans le monde, où on tolère que des quartiers complets soient habités par des touristes pendant des saisons en particulier. Tu sais. Mais ça, Raphaël, ça vient-tu nous affecter jusqu'à Gatineau, même, du Airbnb? Bien, le centre-ville, en fait, je ne pourrais pas dire que c'est massif, mais c'est un exemple de la recherche de profit qui fait qu'on ne répond pas aux besoins primaires. Tu sais. Là où ça nous touche à Gatineau, c'est qu'on construit beaucoup de condos de luxe. C'est beaucoup ça le produit qu'on retrouve dans la construction actuellement. On construit des condos de luxe et ce sont souvent des investisseurs qui achètent ces condos-là, qui vont les relouer. Encore là, je parle de Airbnb, c'est un exemple, mais les condos ne sont pas toujours occupés à 100 là. Les condos ne sont pas... ça va souvent servir de bulles des bulles spéculatives où on va permettre tout simplement sur le simple... Oh, c'est beau! Où on va permettre tout simplement à des immeubles là, on va les laisser finalement en jachère, là, puis on sait que par la seule spéculation foncière, ça va créer une forme de richesse pour le propriétaire. Et pendant ce temps-là, ben, ça ne comble pas les besoins en logement. Tu sais. Oui, parce que j'allais dire, en même temps, il y a, tu parles de la construction des condos, mais on sait aussi que sur notre territoire, ce qu'on voit se construire de plus en plus, c'est même du locatif. Donc, tu sais, c'est même des condos neufs en quelque sorte, mais qui vont être reloués par la suite. Tu sais, je pense il y a toutes sortes de projets de développement qu'on pourrait citer, là, puis je me dis, tu sais, ça, c'est pas juste spéculatif. Là. Il y a aussi un vrai marché de gens prêts à payer, dans le fond, des montants quand même assez importants pour du logement. Alors, ben, pour vous dire qu'il y a les enfants de Raphaël qui sont juste autour. C'est ça qui se oui, c'est ça. Je ne parle pas tout seul. Il y a des enfants qui sont autour de moi. Tu ne parles pas pour McKinsey King. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même assez nouveau. Puis j'écoutais d'ailleurs, je pense que c'est Gilles Desjardins de Brigitte qui mentionnait que de leur côté, là, ils vont se tourner effectivement vers la construction plus du locatif plutôt que les condos de luxe. Donc, mais l'objectif, c'est de trouver un créneau pour, tu sais, les plus faibles, les ménages avec les plus faibles revenus. C'est sûr que c'est un peu eux qui ne sont pas intéressants c'est pas intéressant pour le privé, tu sais, parce que les marges bénéficiaires sont beaucoup moins grandes, les coûts de construction sont de plus en plus grands, la main-d'œuvre, ça coûte cher aussi.
Alors, on veut réaliser des projets qui vont avoir des plus grandes marges bénéficiaires. Alors, c'est pour ça que ça amène une grande question, Vincent. Si on ne peut pas compter sur le privé pour répondre aux besoins des ménages à faible revenu, sur qui on peut compter? Qui va s'occuper de répondre à ces besoins-là? Fait qu'on peut compter sur la générosité du privé, mais ça ne va peut-être pas venir, mais en tout cas, présentement, ça ne vient pas, là. Alors, qui peut s'occuper de loger nos personnes avec des plus faibles revenus? Puis dans des contextes de mixité sociale, puis d'abordabilité, moi, c'est ça aussi, j'ai d'autres réflexions, mais je ne veux pas tout mélanger. Mais c'est ça la grande question, à qui on va donner cette responsabilité-là? Et le gouvernement a comme voulu depuis, à l'époque du gouvernement Harper, Vincent, une des grandes réflexions du gouvernement fédéral à l'époque, c'était de dire on va arrêter d'investir sur la brique parce que les coûts de construction sont trop grands. On va plutôt financer la personne. Alors là, la pensée du gouvernement, c'était de dire on va laisser le privé construire les logements et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder du financement à des ménages à faible revenu pour qu'ils vivent dans ces logements-là du privé, mais on va financer la réduction du coût de loyer là, avec une subvention, ce qu'on appelle des PSL, là, des programmes de supplément au loyer. Ben, c'est quoi le problème avec un modèle comme celui-là dans ce cas-là? Le problème, notamment avec un modèle, moi j'en vois deux. En fait, des fois, là, dans des contextes particuliers, on a besoin d'un environnement et d'un soutien de la communauté. Quand on finance une personne dans un bloc privé, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on isole une personne dans un univers dans lequel il va y avoir aucune prise en charge. Alors que si la personne est organisée, si la personne est en bonne santé, puis que c'est simplement un problème économique, c'est une chose. Mais des fois, on va observer dans certaines clientèles plus désorganisées, on va observer que cette pauvreté-là est endémique de d'autres situations également. Ouais, alors, c'est ça, le milieu de vie autour, il fait partie du problème, il peut faire partie aussi de la solution finalement pour les gens plus fragilisés. Ça, c'est bien dit. Alors, ça, c'est l'enjeu de l'environnement de l'habitation. Le deuxième problème, c'est qu'on ne vient pas régler le problème de l'explosion des coûts de loyer, Vincent. Parce que le propriétaire, lui, il ne verra plus, dans le fond, il va pouvoir augmenter les loyers autant qu'il veut, dans la mesure où... Bonjour Adèle. Salut Adèle. Enregistré. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai chaud. Mon front est chaud, mais j'ai pas chaud. Ah, ça arrive, ça, des fois. Ça veut dire que tu as fait de l'exercice. Pas de l'eau. OK. Je peux. Alors. OK. Fait que Vincent, ce que je voulais te dire, c'est que... ça n'indique pas l'explosion des coûts du logement. C'est ça que tu disais. Alors, dans le fond, on accepte dans ce temps-là que la valeur du loyer pour une chambre, c'est 1 400 $ par mois. Mais il y a la personne qui va être subventionnée pour vivre dans ce logement-là va en payer, je ne sais pas, moi, 300 $ par mois. Mais dans le fond, ce système-là, c'est le propriétaire, lui, il dit, tu sais, moi, finalement, je vais mettre le loyer que je veux bien. C'est juste que si la personne ne peut pas payer, c'est le gouvernement qui va payer la balance. Puis moi, en bout de ligne, mon loyer que j'ai mis au montant que je souhaitais, je suis quand même assuré de l'avoir, ce montant-là. Exactement. En somme, le gouvernement finance les marges bénéficiaires et encourage même l'explosion du coût des loyers un peu partout. Alors, pour moi, ça représente quand même deux grands problèmes. On subventionne le privé, c'est ça que ça veut dire, là, dit autrement. Tout à fait. Et on arrête de financer des communautés qui sont créées pour la classe moyenne et la classe la plus pauvre de notre société, puis des communautés qui vont s'autogérer, tout ce qui vient de positif avec le modèle coopératif, on va pouvoir en parler, j'imagine, mais quand tu parlais de solution, là, c'est majeur là, comme solution. Fait que c'est mettre un X sur des solutions, puis c'est choisir des problèmes. Oui.
Mais juste avant d'aller trop loin dans les solutions, je voudrais revenir avec toi sur la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Parce que finalement, il y a un discours que je trouve assez idéologique, honnêtement, là, pour tout dire, où on dirait que c'est pas vraiment le problème de personne, la question de l'abordabilité. Ou ce que finalement, la job de tout le monde, c'est de s'arranger pour être bien logé. Puis quand c'est fait, achalez-moi plus. De la même façon, c'est la job des gens de la construction de charger le prix que les autres jugent que ça vaut au niveau de la main-d'œuvre ouvrière. Puis c'est ça que ça va coûter construire un bâtiment. Puis de la même façon, pour un développeur immobilier, ben, je vais charger le prix que je pense que ça vaut, puis je développerai bien ce que je pense qui est que je pense qu'il va pouvoir se vendre à la meilleure marge possible. Puis en arrière de ça, même le bailleur de fonds de ces entreprises-là, c'est comme si c'était la responsabilité de personne, finalement, la question de l'abordabilité. Ça intéresse-tu quelqu'un? Es-tu quelqu'un qui s'en occupe de ces questions-là? Écoute, j'aime beaucoup ta question. C'est sûr que les gens qui s'y intéressent présentement, ce sont beaucoup les groupes sociaux, le mouvement coopératif, le mouvement de l'habitation communautaire, les groupes de ressources techniques. Mais c'est sûr que dans les gouvernements, on n'a pas l'impression que on travaille, je vais le dire de manière positive, Vincent. OK. On travaille comme mouvement à sensibiliser les intervenants politiques sur non seulement l'importance, mais la gravité de la situation. Et sur la recherche de solutions, puis tu parles d'idéologie, je suis parfaitement d'accord. Puis je sais que de l'autre côté, on est perçu comme nous-mêmes des idéologues. L'idée, c'est de démontrer qu'on est quand même pragmatique dans ça. Et je ne sais pas si c'est de l'idéologie de soucier que les gens puissent bien vivre dans notre ville, mais moi, en tout cas, il me semble que, avec mes valeurs, puis j'ai l'impression que c'est les valeurs aussi de bien du monde, là, fondamentalement, là, de juste dire, ben, on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Là, si on a de la misère dans notre ville à se loger, ben, il y a des gens qui payent trop cher, qui s'appauvrissent parce qu'ils payent trop cher leur loyer ou qui vivent dans des mauvais logements. On parlait même de taudis, que je voyais qui existent encore à Gatineau. Moi, je pensais que c'était fini, ces histoires-là, avec les expropriations comme qu'il y a eu sur la rue Morin, il y a quelques années, etc. Ou bien, comme tu disais, c'est l'exode. En fait, on va quitter les villes pour aller faire de l'étalement urbain. Là, je me dis, hey, ça, c'est un autre problème encore, parce que là, on parle de développement durable, on parle de lutte au changement climatique, notamment parce qu'on a des tornades et des inondations comme on n'en a jamais vu à Gatineau. Puis là, on vient recréer encore de l'étalement urbain. Ben, tu sais, j'ai de la misère à trouver que ceux qui sont idéologiques, c'est pas ceux qui disent on s'en fout, l'important, c'est que moi, je m'arrange de tout ça de mon bord. Là. Puis, tu parles d'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est aussi de développer des infrastructures routières, d'aqueducs, dans des places qui sont encore à ce jour inexploitées. Ça coûte cher les infrastructures, non seulement les construire, les entretenir par la suite, et pendant ce temps-là, on laisse aller le centre-ville. Pour vrai, là, présentement, on rase des maisons dans le centre-ville et on construit en hauteur des tours qui sont rarement occupées à 100%. Il y a des je ne sais pas si tu as vu ça, Vincent, mais il y a des articles qui ont été faits par notamment le bureau d'enquête du Journal de Montréal, mais aussi par Radio-Canada, mais sur le profil des investisseurs qui achètent l'immobilier à Gatineau. C'est le cas aussi dans les centres-villes de Montréal puis à Ottawa. Mais ce sont on va voir, ce sont des investisseurs richissimes, par exemple, d'Arabie Saoudite, des richissimes investisseurs dans le secteur pétrolier qui viennent ici pour acheter un espace vide dont la valeur va augmenter strictement que par le passage du temps. Alors là, on rase un milieu de vie pour construire des tours vides et on relocalise une population et on va aller densifier ailleurs, mais même pas, puis on densifie même pas, on crée là des espaces étalés
et c'est là-dessus qu'on développe. Ça marche pas du tout. C'est inefficace comme façon de faire, puis je Et trouve puis ça préoccupant. ça, nous autres, à Gatineau, Raphaël, c'est comme un mauvais film qui joue en boucle parce que cette histoire-là, c'est à peu près l'histoire aussi de ce qui s'est passé au centre-ville avec les expropriations du Vieux-Hall qui ont donné des grandes tours à bureaux. Dans ce cas-là, ce n'était pas des tours résidentielles, mais où on a tassé finalement les populations qui vivaient là vers les quartiers environnants en disant on va mettre de la modernité, on va mettre du vrai développement économique à leur place. Puis, c'était empreint d'une immense idéologie aussi là, derrière ça. Puis je, je trouve qu'il y a derrière ça quand même des acteurs qu'on entend, qui ont l'air de se mobiliser. Comme il y a des ministres qui s'occupent des questions d'habitation, qui en parlent, mais j'imagine qu'après ça, eux, faut qu'ils arbitrent un peu faut qu'ils jouent en fait avec les autres ministres, qui les autres aussi disent qu'ils manquent d'argent. De la même façon, le maire de Gatineau, la semaine dernière, qui réagissait là, au groupe qui fait de la défense des droits des logements, je pense qu'ils veulent faire une plainte aux Nations unies parce que la situation est telle que ça viendrait s'attaquer aux droits humains pour un logement digne à Gatineau. Fait que, comme, pourquoi la ville, par exemple, elle ne fait pas juste investir plus dans du logement abordable? Pourquoi ce mécanisme-là n'est pas aussi simple que ça? Ah, ben écoute, en fait, ce que je peux te décrire pour ce qui est du contexte à la ville, c'est que, bon, en fait, pour moi, il y a deux enjeux par rapport à la ville. C'est clair qu'il y a un problème de moyens. Tu le sais, tu t'intéresses à la politique municipale comme moi. La ville, son outil de financement, c'est la taxe foncière. C'est un outil très peu efficace qui date d'une autre époque. Mais c'est ça son seul outil. Donc, en réalité, à partir du moment où on accepte que la ville s'occupe d'autre chose que des infrastructures, bien, c'est sûr que ça limite notre capacité d'intervention, mais la ville de Gatineau a décidé de le faire. La ville a décidé, elle, qu'elle voulait prendre en bras le corps en 2009, à l'époque de Marc Bureau. La ville de Gatineau a décidé qu'elle voulait devenir ce qu'on appelle une ville mandataire. Donc, contribuer pour chaque projet d'habitation communautaire, contribuer à la hauteur de 15 des coûts de réalisation de chaque projet. Et en plus, son autre contribution, c'est qu'elle dévolue une partie de son personnel de l'urbanisme pour la réalisation des projets. C'est significatif, là. Alors, quand on est ville mandataire, on accepte ça puis on va de l'avant avec ça. Alors, nous, à la ville de Gatineau, quand on réalise des projets, puis là, je suis le directeur du GRT Logeaction, nous, quand on dépose des projets à la ville de Gatineau, on ne traite pas avec la Société d'habitation du Québec à Québec ou à Montréal, on traite avec les fonctionnaires de la ville de Gatineau. Okay. Maintenant, la ville, elle a quand même un problème par rapport à la rareté de la main-d'œuvre spécialisée. Alors ça, c'est une des premières contraintes pour ce qui est de la ville, en plus des capacités financières. Maintenant, il y a des choses que la ville peut faire en plus. Là, je trouve ça intéressant, les réflexions qui viennent présentement avec ce qu'on appelle le droit de préemption. Oui, c'est quoi ça au juste? Mais le droit de préemption, c'est que dès que le privé va vouloir vendre un terrain, la ville va pouvoir, puis là, je fais une synthèse, mais la ville va pouvoir inscrire le terrain dans un registre, puis on va pouvoir d'abord offrir ce terrain-là pour la réalisation d'habitations communautaires en vertu du programme Accès Logis. En fait, je pense que la ville va vouloir cibler le programme Accès Logis. Et si on est capable de réaliser un projet dans un délai précis, je pense que là, la ville évalue un délai de 6 mois. Si on est capable de déposer un projet dans un délai de 3 à 6 mois, ou peu importe le délai qui va être fixé par la ville, bien là, on va pouvoir réaliser un projet en priorité. Donc, ce que ça va faire, c'est que les terrains vont être disponibles d'abord pour la réalisation de logements abordables plutôt que de demeurer dans le secteur privé. Ça, c'est un outil. Là, on va voir si ça va passer les différentes étapes réglementaires du conseil municipal, mais je trouve que la réflexion est intéressante. Puis l'autre réflexion que la Ville a, et ça a commencé à l'époque où moi je siégeais aussi sur la commission permanente sur l'habitation à l'époque, mais quand on a adopté la politique sur l'habitation,
c'était l'obligation de consacrer une partie dans un nouveau projet là, par un promoteur privé, une partie de la construction qui va être dévolue, qui va être réservée et affectée au logement communautaire. Puis il y a des pénalités qui sont prévues si jamais le constructeur décide de faire fi de cette obligation-là. Alors, ça aussi, c'est un autre levier. Puis là, il y a un débat à faire, puis je pense que ça va être en 2021 que le débat va se faire, parce que là, j'ai vu que la PCHQ Outaouais prenait position là-dessus. Je pense qu'on va avoir de bonnes discussions là, pour savoir comment on peut opérer ça, comment on peut prendre ça au sérieux, la construction de logements abordables. Ouais. Fait que là, au moins, je suis content, la Ville arrive avec des solutions. Puis maintenant, on va pouvoir en discuter, puis on va aller voir les partenaires, puis on va essayer de trouver des solutions. Oui, mais ça me donne en même temps l'impression que la Ville puis le public, de façon générale, les gouvernements, on marche, on avance. Dans certains cas, même, on est capable, comme on voit avec les nouveaux outils dont tu viens de parler, on est en train même de faire du jogging, d'accélérer au niveau du développement de logements abordables. Mais en même temps, on a l'impression que le développement immobilier, lui, il court. Lui, il y a une longueur d'avance. Puis comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ces fondamentaux-là? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que finalement, le marché immobilier qui a existé soit capable de mieux répondre aux besoins des citoyens? Bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut ramener la cadence, l'équilibrer entre, j'aime beaucoup ton analogie, Vincent, là, entre le coureur extrême vitesse, là, puis nous autres qui n'avons pas de tortue, cherchons des solutions avec la vitesse d'une fonction publique puis la vitesse du politique en général, alors que le privé, lui, évidemment, a beaucoup plus... c'est peut-être ça une des beautés de la pandémie, c'est que ça nous a tous un petit peu ralentis, veut pas, puis la construction aussi a été ralentie. Fait que c'est peut-être une occasion de pouvoir retrouver la vitesse de chacun, mais c'est sûr que je regarde les solutions qui ont marché par le passé. Une des affaires qui n'a vraiment pas aidé dans les dernières années, Vincent, c'était qu'il y avait un litige, puis ça, c'est régulier dans notre pays, mais un litige entre Ottawa et le Québec. La compétence du logement social ou abordable, on a généralement accepté que c'était une compétence partagée. À la Révolution tranquille, Québec s'est donné la Société d'habitation du Québec. Le gouvernement Trudeau avait créé la Société canadienne d'hypothèques et de logement, mais donc on avait deux instances et c'est sûr que le fédéral a occupé beaucoup plus de place. Québec a utilisé la SHQ pour développer un parc immobilier avec les offices d'habitation. C'est beaucoup de cette façon-là que la SHQ a été utilisée à partir des années de la Révolution tranquille. Et pendant ce temps-là, la SCHL, elle, les programmes fédéraux, desquels moi, je suis relativement fan. Tu sais que mes convictions sont indépendantistes, mais ça n'a pas rapport. Je trouve que le fédéral de la SCHL, à l'époque, faisait confiance au mouvement, aux partenaires. Les coops avaient de l'autonomie, avaient des conventions. La SCHL accompagnait chaque coopérative. Les fonctionnaires avaient une marge de manœuvre. C'est le fun, avoir des fonctionnaires qui ont une marge de manœuvre pour utiliser leur gros bon sens. Puis, la coopérative finançait ces opérations à travers les coûts de loyer, remboursait l'hypothèque et après sa convention, la coopérative est autonome à 100%. La SCHL se retire et dit « Bon, mais nous autres, on vous a accompagné, vous avez respecté vos obligations, alors maintenant, vous êtes libre, puis vous allez fonctionner avec les règles du marché libéral, là, puis vous allez contracter une hypothèque de votre côté, puis vous aurez l'accompagnement de votre fédération aussi pour vous soutenir dans vos opérations. » Mais ce modèle-là, il a fonctionné. Mais le gouvernement fédéral, sous Jean Chrétien, a décidé de se retirer du développement de l'habitation communautaire. Il s'est retiré complètement. Puis quand Québec a décidé d'aller de l'avant avec Accès-Logis, c'est un nouveau programme, puis on a été super efficace pendant plusieurs années. Mais là, ce qu'on observe avec Accès-Logis, c'est quand même
je trouve l'apparition de beaucoup de règles de reddition de compte, notamment. On est de plus en plus frileux. Pour chaque dollar investi, on veut s'assurer qu'on va pratiquement te demander de dépenser une pièce pour chaque dollar investi pour savoir si tu dépenses bien la pièce. Mhm. Et c'est là où ça devient très compliqué de développer des projets avec Axélogie. Fait que ça, c'est une des récriminations qu'on a fait dans le mouvement d'habitation communautaire. C'était d'essayer d'avoir un peu plus de souplesse avec le programme. Puis l'autre chose, bien, notre préoccupation, c'est beaucoup avec la mixité sociale. Alors, avec Axélogie, auparavant, on avait l'obligation d'avoir entre 25 et 50 de logements subventionnés à l'intérieur de chacun des projets. C'était relativement la même chose avec les programmes fédéraux. C'est à peu près le tiers des logements qui étaient subventionnés à la personne. Mais là, avec Axélogie, on est rendu entre 50 et 80 des logements qui sont subventionnés. Alors là, on oublie la mixité sociale. Puis là, dans une des dernières directives de la Société d'habitation Alors du qu'on disait Québec, tantôt que justement, les milieux de vie qu'on était capable de recréer avec les coops d'habitation puis ces milieux-là collectifs, ça fait souvent la différence pour des gens peut-être plus fragiles ou des personnes âgées même qui viennent vivre et qui ont besoin d'assistance de leurs voisins, ne serait-ce que ça. Là, mais c'est ça, la beauté. Puis moi, je l'ai vécu personnellement. Je pourrais te donner des exemples, mais à partir du moment où on vit dans une communauté qui est équilibrée avec des gens. Je parlais avec une prof de l'Université du Québec la semaine dernière, puis qui me parlait, dans le fond, que le mouvement coopératif en habitation, c'est un peu la fin du continuum de la pauvreté, par exemple. Parce que on arrive en bout de piste avec une prise en charge, avec une participation communautaire, une responsabilisation personnelle et collective. Alors, dans cette perspective-là, si on crée des projets communautaires avec des bulles de pauvreté très, très fortes, ça va être difficile de participer à une prise en charge avec les échanges entre les membres. Ça, c'est une préoccupation qu'on a comme mouvement coopératif. Dans l'habitation communautaire, je pense à un OSBL en habitation, je pense à l'Office d'habitation. C'est normal d'avoir ce type de conditions-là pour ce qui est du programme, mais dans l'habitation coopérative, là, ça va créer des situations assez difficiles où on va assister probablement à des difficultés de prise en charge de la part des membres. Moi, j'aimerais ça aller plus loin dans cette discussion-là sur le mot que tu as utilisé, qui est celui de la responsabilisation individuelle et collective. Parce que finalement, c'est ce qu'on se rend compte, là, il y a personne, nul n'est inutile. Fait que, on est tous dans la même société comme telle, puis on voit qu'il y a des problèmes. Parce que là, depuis tantôt, on a parlé depuis le début de notre entretien que le privé pouvait peut-être, dans certains cas, faire un peu preuve d'abnégation en réduisant peut-être ses marges bénéficiaires qui sont peut-être sont peut-être déjà un peu trop élevées ou en tout cas qui ont peut-être que l'objectif de les maintenir aussi hautes, c'est peut-être pas toujours ce qui est le plus durable pour l'ensemble de la société. Mais qu'en même temps, ça vient avec la limite que c'est une question quasiment de générosité puis d'ouverture d'esprit qu'on peut peut-être réussir à faire, mais qui ne change peut-être pas le système au grand complet. On a vu du côté du public qu'il y a des outils puissants. Tu as parlé de droit de préemption, tu as parlé de mettre des obligations, d'avoir un pourcentage de logements abordables, mais qu'en même temps, pour mettre ça en œuvre, ça vient avec une bureaucratie et une lourdeur qui n'est peut-être pas d'ailleurs à la hauteur de l'ambition ou même de la vision de certains politiques, peut-être de bonne foi, qui voudraient faire accélérer les choses, mais qui sont confrontés à une bureaucratie de Québec, d'Ottawa, qui se chicane encore pour faire changement, avec une bureaucratie locale aussi. Puis, tu ajoutes par-dessus. Puis là, on arrive un peu à la troisième voie, puis qui nous concerne plus comme coopérants, notamment la Coop du Lac. Puis, c'est celle de la responsabilité qu'on a, finalement, comme coopérative d'habitation. Puis, je la trouve intéressante, l'historique que tu nous as fait, parce que ça nous rappelle, finalement, que notre coop, elle existe parce qu'à une époque, il y a eu un leadership d'acteurs locaux, d'acteurs dans la communauté, qui ont voulu pousser ça, qui ont réussi à créer des collaborations avec le gouvernement, peu importe l'instance, et que c'est cette collaboration-là, puis en plus, dans notre cas, la Coop du Lac, j'ai pu comprendre qu'il y avait un vendeur privé aussi là, qui a été un peu dans le coup aussi, qui a facilité la situation pour toutes sortes de raisons.
Et c'est cette collaboration-là qui a permis finalement des innovations, puis qui a permis qu'on soit là encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on arrive dans une situation où, comme coopérative, on a, des décennies plus tard, quasiment fini de payer notre hypothèque. Puis, moi, je me dis tout le temps, à quoi ça sert d'avoir fini de payer notre hypothèque? Au-delà du fait qu'on ne paiera plus d'intérêts, mais les intérêts qui sont anyway pas loin de zéro. Au-delà de ça, là, je veux dire, ce n'est pas un capital avec lequel je vais pouvoir partir à un moment donné, comme pour une maison qui serait rien qu'à moi, par exemple, ou à ma famille. Fait que je me dis, dans cette optique-là, ça veut dire qu'on est comme coop d'habitation, puis c'est peut-être le cas pour d'autres aussi, tu me confirmeras, assis sur finalement des bâtiments qui valent quand même des bons montants d'argent. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité dans celui d'être nous-mêmes finalement intéressés à ce qui se passe dans le développement immobilier dans notre quartier, par exemple? Parce que finalement, ça ne donne rien d'être les seuls avec des logements abordables dans notre coop. On est intéressé à avoir des gens aussi qui sont dans notre mixité aussi, qui soutiennent la mixité puis notre milieu communautaire là, dans notre quartier. Vincent, ça résonne énormément chez moi, ce que tu viens de dire là. Notre responsabilité comme coopérateur, moi, je ferai une synthèse de 3 responsabilités qui m'apparaissent essentielles. La première, c'est une bonne intendance. Bien s'occuper de l'entretien de notre immeuble, c'est essentiel. Il faut éviter une usure qui est excessive. On veut limiter l'usure, puis le passage du temps, il ne faut pas que ça crée trop d'usure sur le bâtiment. On veut une belle... Parce qu'on veut que les gens qui vont nous suivre soient capables de vivre dans un logement qui est aussi beau que celui dans lequel on a pu profiter. Là. Exact. Fait qu'une bonne intendance, c'est des inspections régulières dans les logements. On donne des trucs à nos locataires, à nos membres pour qu'ils prennent soin de leur logement. On fait un service à la clientèle auprès de nos membres pour leur donner des outils pour bien prendre soin de leur logement. Une bonne intendance, puis c'est aussi une bonne gestion financière de la coopérative. Donc, on essaie de trouver une façon, un équilibre entre l'augmentation du loyer raisonnable qui va permettre de prendre soin des immeubles. Fait que la bonne intendance, elle est là, c'est à travers ces bonnes pratiques de gestion-là. La gestion associative, la gestion de la vie associative, prendre soin de la vie associative, parce qu'on l'a dit, Vincent, qu'on prenne soin de notre milieu de vie. On n'est pas juste de la brique, on est une somme de personnalités. On veut prendre soin de nos voisins, on veut créer des liens humains. On est dans une société malade de son individualisme. Puis nous autres, on est là à vouloir résister à ça, avec notre intimité. Mais on veut quand même créer des liens avec nos voisins, prendre soin les uns des autres, avoir des activités, voir les enfants grandir. Moi, j'aime bien l'adage qui dit que ça prend des enfants pour faire grandir un village. Et j'aime bien ce que Fred Pellerin a dit, c'est que ça prend aussi un village pour faire pousser les enfants. Fait que c'est un bel équilibre. Puis ça nous prend des vieux aussi pour vivre avec une belle coopérative, une belle vie associative. Fait qu'il faut prendre soin de ça. Puis le 3e élément, je t'ai posé la question tantôt. Si on ne peut pas demander, si le privé ne s'occupe pas de développer du logement abordable, c'est qui va le faire? C'est le gouvernement qui va le faire? On peut espérer, puis on va travailler pour que le gouvernement, c'est l'ensemble de la population québécoise ou canadienne. Fait qu'on va mettre de la pression pour sensibiliser les populations québécoises et canadiennes sur cet enjeu-là. Mais il y a un autre acteur qu'on n'a pas nommé, c'est l'acteur de la coop elle-même. Comment est-ce que la coop peut contribuer au développement d'une offre de logement abordable dans notre communauté, chez nous? Puis, il y a des modèles qui existent ailleurs. Puis, tu sais, Vincent, on a beaucoup de résistance dans le mouvement coopératif, dans chacune de nos coops. Je ne dirais pas le mouvement, mais dans chacune de nos coops. Moi, je préside quand même plusieurs assemblées générales à chaque année à travers les coops de la région. Et
quand on parle d'hypothèque, là, il y a une peur viscérale. Tu sais, l'hypothèque, c'est toxique, c'est nocif, c'est pas bon, on a hâte de s'en libérer. Tu sais. L'hypothèque, il faut faire une pédagogie de ce que c'est. C'est un emprunt qu'on fait, puis cet emprunt-là nous permet de réaliser des projets, puis pour s'assurer qu'on paye, qu'on rembourse le prêt, bien, l'institution financière garde un lien, garde une garantie sur le logement, sur l'immeuble. C'est pas dramatique de s'endetter comme personne morale. Il faut toujours garder un seuil raisonnable d'endettement. Mais quand c'est pour réaliser des projets de développement, généralement, tu vas générer des revenus avec ton nouveau développement, là. C'est ce que j'allais dire, c'est une dette qui devient rapidement un investissement même. Fait qu'il y a des modèles, tu as parlé des acteurs qui ont fondé le mouvement coopératif. Reboul reste l'exemple par excellence dans la région de l'Outaouais en 1975 avec Michel Légère et avec Raymond Ouimet et beaucoup d'autres coopérateurs. Il s'est créé à l'intérieur de la coopérative un comité de développement qui avait pour objectif de cibler les terrains, hein, qui avait un peu la responsabilité d'un GRT, mais après ça, de faire des liens avec les constructeurs, les promoteurs, faire l'acquisition, puis après ça, faire du développement ou simplement faire de la rénovation avec les bâtiments qui étaient achetés. OK, mais ça, attends une minute, Raphaël. Je veux juste faire un peu l'analogie pour qu'on puisse comprendre. C'est un peu comme si, mettons, chez nous, là, la coop du lac, puis il y a la coop, je pense, du lac des Filles qui est voisin chez nous, puis je ne suis pas sûr s'il n'y en a pas une troisième dans Wrightville, aussi dans le quartier. C'est comme si, tu sais, on décidait là, que là, on crée une espèce de comité où là, on essayait d'identifier là, des terrains, des bâtiments stratégiques dans notre quartier pour qu'il y ait plus de logements abordables dans notre quartier, justement. Exact. Et que là, tu sais, on poule, je ne sais pas, là, ça veut dire un certain nombre de moyens financiers qui viennent de ces coops-là, qui sont à peu près toutes finis de payer leur hypothèque ou pas loin. Puis on va investir dans du développement avec ça. C'est exactement ça. Mais ce comité de citoyens-là, en 81, le gouvernement du Québec a dit là, c'est bien le fun des comités de citoyens, mais maintenant, on va demander à ces comités-là d'avoir une accréditation de groupe de ressources techniques. C'est comme ça que les groupes de ressources techniques sont nés, parce qu'on voulait professionnaliser ces comités de citoyens-là. OK, je comprends, parce que tu ne veux pas que ce soit trop amateur non plus. Là, exactement, mais ils étaient solides, là, on s'entend, là. Bernard Caron, puis Michel Légère, puis Raymond Ouimet, c'est du solide en tabarouette. Reboul a eu un parc immobilier de 147 logements rapidement. Puis ce qui a mis un frein au développement de Reboul, c'est parce que la SCHL voulait que d'autres coops puissent naître à l'extérieur de Reboul. Tu sais. C'est correct. Mais l'exemple de Reboul est intéressant. Puis, moi, l'exemple qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est celui de la coop des cantons de l'Est, la coop d'habitation à Sherbrooke. La coop des cantons de l'Est, ça c'est Jacques Côté qui en a été le directeur général. C'est une coop qui est née la même journée que la coop Reboul, donc en février, je pense que c'était le 10 février 1975. Pas mal autour de la même date que le CCO, hein, Conseil coopératif de l'Outaouais. Je pense on voit que c'était comme les mêmes gangs. Oui, il y a du monde qui croyait aux coops à cette journée-là. Et cette coop-là aussi a fini par stagner, un peu comme la coop Reboul dans son développement. Reboul, là, il n'y a plus de développement depuis la fin des années 80. C'est immobilisé jusqu'à 147 logements. Ils se sont départis d'un terrain. Hein. Reboul s'est fait donner un terrain par une compagnie d'assurance, une compagnie coopérative. Hein. Dans le reste du Canada, on appelle ça des compagnies, les coops aussi. Mais donc, de Saskatchewan, qui a donné un terrain à la coopérative Reboul, qui était à Elmer. Et Reboul s'en est départi, l'a vendu. Donc, plutôt que, ils ont vraiment pris la décision d'arrêter le développement là-dessus. La coop des cantons de l'Est, la décision qu'ils ont prise à ce moment-là, dans les années 90,
c'était d'embaucher un directeur général. Mais le directeur général, Jacques Côté, a dit, moi, si vous voulez que je sois votre directeur général, je vais accepter, mais c'est à la condition qu'on fasse du développement, qu'on reprenne la tradition du développement. Et les coopérateurs ont dit, parfait, on accepte ça. Et à partir de ce moment-là, Jacques a eu comme mission de développer des projets sans arrêt. Alors, chaque nouveau projet était déposé. C'est des projets sérieux, rigoureux. Et là, ben, la coop des cantons de l'Est est rendue à plus de 300 logements. Alors, passé autour de 150 logements dans les années 90 jusqu'à plus de 300 logements aujourd'hui. Il y a une autre coop en Estrie qui a la même dynamique, qui est plus grosse maintenant que la coop des cantons de l'Est, qui est la coop qui s'appelle la Rive-Gauche. Même principe. L'objectif, c'est de développer une direction générale. L'objectif, c'est de s'occuper du personnel, mais la direction générale a pour mandat particulier de veiller au développement de la coopérative d'habitation. Et la beauté de ça, Vincent, c'est tu sais quoi? Non, je ne sais pas. C'est que la ville a des partenaires vers qui se tourner pour faire le développement. Mm-hmm. Quand la ville a un bâtiment patrimonial qui est en train de servir quelqu'un, bien, elle est capable de se tourner vers la direction générale de la coop des cantons de l'Est ou de la Rive-Gauche, puis dire, bon, bien, on aimerait ça développer quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire ça? Et là, bien, la coop peut se tourner vers le GRT, faire un travail d'expertise pour analyser ça vers des professionnels, va aller chercher le financement, puis oups, on a un projet de 36 unités qui s'ajoute dans un secteur en particulier de Sherbrooke. Le développement n'a jamais arrêté à Sherbrooke, alors qu'ici, en Outaouais, il s'est arrêté. On a frappé un mur, on a arrêté de développer des coops. En tout cas, on a ralenti énormément le développement des coops d'habitation. Alors, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir un gros joueur. Pas tout qu'on soit des gros joueurs. Ça ne veut pas dire que toutes les coops doivent assumer ce développement-là, comme au 400 Riel, où on passerait de 34 à 80 à 60 ans. Mais est-ce qu'on peut participer à ce développement-là si ce n'est pas en étant nous-mêmes un acteur direct? Est-ce qu'il y a une partie des leviers dont on dispose, les leviers fonciers notamment, qui pourraient servir à ça? Oui. Ben, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant, Raphaël, là, ce dont on parle, parce que finalement, on a parlé qu'on vivait une situation qui était problématique, celui de l'abordabilité, que ça concernait, oui, évidemment, les personnes les plus fragiles de notre société, mais pas seulement, que ça concerne même les gens des milieux ruraux qui arrivent chez nous parce qu'ils n'ont plus assez d'offres de logement, même chez eux. On a parlé que c'était un problème d'accessibilité, que c'était un problème d'étalement urbain, donc ça concerne le développement durable. On a parlé peut-être de la responsabilité collective qu'on a face à ça. Donc, c'est à la fois la responsabilité de la ville d'avoir un rôle de leadership au niveau des logements abordables. On a parlé aussi que peut-être que le secteur privé a aussi des remises en question à faire, à savoir est-ce que c'est toujours aussi pertinent d'avoir autant de marges bénéficiaires pour le développement de projets sur notre territoire. Il y a peut-être une réflexion vraiment éthique à avoir de ce côté-là. En tout cas, est-ce que ça sera durable à long terme? C'est à voir. On a parlé que c'était une tempête parfaite. À la fois, les changements climatiques nous ont amené de la destruction de milieux de vie à Gatineau, en même temps qu'une pression immobilière très, très forte qui arrive d'Ottawa, en même temps qu'une hausse des coûts de la construction qui font en sorte qu'on arrive dans une situation qui est problématique. Mais on a surtout parlé de notre responsabilité qu'on a comme coopérants dans notre mouvement en économie sociale. Tu en as parlé comme un lieu de résistance à l'individualisme, un peu comme une façon d'être pas juste des locataires dans un bloc, mais je trouve que c'est le penser aussi même plus largement, plus socialement, plus collectivement, de résister à l'individualisme. C'est aussi dire, bien, ça fait aussi un peu partie de notre problème, le logement abordable. Et donc, on aurait peut-être des solutions à mettre sur pied, à imaginer comme les gens par le passé, avec peut-être d'ailleurs moins d'outils même que ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, la société n'est plus du tout ce qu'elle était à l'époque. On a encore plus d'outils. On a des coops, je dirais, plus en moyen, même qu'elle ne l'était là, il y a 50 ans. Donc, je trouve qu'on a devant nous des coffres à outils qui nous amènent à dire, bien, c'est aussi notre responsabilité
comme coopérative d'habitation la question de l'abordabilité du logement. Que je voulais te remercier pour ces éléments-là de réflexion. Moi, je trouve ça extrêmement nourrissant. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent aussi de la Coop du Lac et d'autres auront l'occasion d'avoir aussi ces réflexions-là. Je ne sais pas si tu voulais avoir un mot de la fin quelconque là, avant que je fasse la conclusion. Très court, Vincent. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un des principes coopératifs, hein, une des valeurs coopératives, c'est la prise en charge. Et moi, quand je donne des formations sur les valeurs et les principes coopératifs, quand on doit parler de la prise en charge, j'aime bien la résumer par cette phrase: vaut mieux agir que subir un problème. Mm-hmm. Et c'est un appel à l'action comme coopérateur. La prise en charge, ça fait partie de nos valeurs, là. Alors, quand on assiste à des difficultés, quand on est témoin de ces problèmes-là, puis qu'on les subit, bien, il vaut mieux être un acteur de changement que de simplement subir la situation puis le problème. C'est l'appel à l'action que je lance aux gens de la Coop du Lac, que je remercie pour l'écoute. Merci, Vincent. Bien, merci beaucoup, Raphaël. Donc, Maître Raphaël Derry, directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais et président du conseil d'administration de la coopérative d'habitation du 400 Riel, donc nos voisins à quelques kilomètres de chez nous. Je m'appelle Vincent Roy, je suis coordonnateur du comité information du journal de la coopérative d'habitation du Lac. Merci beaucoup de votre écoute, puis on se dit au prochain journal. Donc, merci encore, Raphaël, puis je te souhaite un bon dimanche. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.